Il nous reste, si je ne m'abuse, encore une petite demi-heure avant de vous redonner la parole. Alors, je voulais qu'on revienne sur cette question des technologies. Alors, Emmanuel Narchon nous a parlé de ce que ça représente en termes, effectivement, de flux de l'information avec les risques que ça peut comporter et la nécessité absolue de s'adapter à ce nouveau médium. C'est effectivement devenu quelque chose de vital, mais il y a aussi un autre aspect à cette technologie dont on peut espérer qu'elle contribue aussi à un rapprochement entre les peuples de cette région, par exemple. Et là, je vais me tourner vers vous, Meir, en fait, avec deux exemples, et j'aimerais votre avis sur la question. D'abord, on sait que le transfert de technologie, c'est pas nouveau, c'est un des outils de la diplomatie israélienne depuis la création du pays. On est effectivement maintenant au XXIe siècle avec un autre type de technologie, mais on a deux cas de figure. Par exemple, alors là, on n'est plus dans la région, on est un peu plus loin. Depuis de longs mois maintenant, l'Afrique du Sud est confrontée à une pénurie d'eau sans précédent. Pour des motivations politiques, le gouvernement sud-africain n'a pas souhaité recourir à des technologies israéliennes pourtant disponibles. Parallèlement, on a vu la semaine dernière le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, dans une vidéo postée sur YouTube, s'adresser directement aux citoyens iraniens pour leur proposer de se connecter sur des pages israéliennes en persan et d'y découvrir les technologies, les conseils, les astuces développées par Israël justement pour lutter contre cette pénurie d'eau. Alors de ces deux scénarios, de ces deux cas de figure, celui du refus par principe catégorique et celui peut-être d'une ouverture, d'une brèche au niveau des peuples sur cette coopération technologique, laquelle des deux pistes, Meir, vous paraît la plus plausible ? Merci Pascal, c'est une très très bonne question et qui me permettra d'ailleurs de réagir à ce qui a été dit par Emmanuel Narchon, qui est malheureusement parti avant la fin. Alors moi je suis un partisan de la brèche. Je pense que la démocratisation des moyens d'information et de communication est un phénomène irréversible qui transforme profondément la nature de notre monde et, par extension, la nature du Moyen-Orient. Et c'est là, en réalité, où je ne suis pas d'accord avec l'idée de dire que le Moyen-Orient, ou la partie arabe sunnite dite modérée du Moyen-Orient, se rapproche d'Israël seulement parce qu'elle est faible, seulement parce qu'Israël est plus fort et parce que la configuration géopolitique le veut. Je pense qu'il y a une véritable transformation aujourd'hui au sein des sociétés qui entourent Israël, due notamment à ce phénomène de démocratisation des moyens d'information et de communication, qui est d'ailleurs l'une des conséquences du printemps arabe, parce qu'il y a eu un printemps arabe. C'est une réalité indiscutable. Alors nous pouvons effectivement discuter de ses retombées, des conséquences, de ce qui reste des acquis de ce printemps arabe, des retournements dans plusieurs pays, mais il y a aujourd'hui une libéralisation de la parole, il y a aujourd'hui un changement profond de réflexion dans ces pays. Et par exemple, on pourrait prendre un exemple extrêmement précis, le phénomène de l'athéisme. De plus en plus de jeunes d'origine musulmane ou chrétienne au Moyen-Orient quittent la religion et se définissent autrement. Et ça, c'est un phénomène nouveau qui a des conséquences géopolitiques et qui est accentué par cette démocratisation des moyens d'information et de communication. La parole aujourd'hui est libre. Elle n'est peut-être pas libre au Parlement égyptien, elle n'est peut-être pas libre à la télévision d'État syrienne, mais elle est libre sur Facebook. Et Facebook est partout, tout comme les différents réseaux sociaux, mais aussi les chaînes de télévision aujourd'hui satellitaires qui émettent pour la plupart depuis Internet. On va toujours raisonner, par exemple, en termes de majorité d'islam à 90% dans les pays arabes du Moyen-Orient et de christianisme à 10%. Aujourd'hui, la principale composante non musulmane, c'est la composante sans religion. Il y a plus de personnes athées se disant sans religion que des personnes chrétiennes. Vous mesurez comment ça ?
Alors, on mesure comment? Alors, tout d'abord, ça se dit officiellement. Par exemple, si on prend l'exemple de l'Égypte, en Égypte, il y a le gouvernement égyptien qui lutte activement contre le phénomène de l'athéisme et qui a créé au sein de son ministère de l'Éducation ce qu'il appelle une brigade de lutte contre l'athéisme. C'est le terme employé, brigade. Et la brigade est composée donc de psychologues, d'imams et de curés coptes, visant à lutter activement contre l'athéisme avec un numéro vert où les parents peuvent dénoncer, enfin pas dénoncer, prévenir, expliquer que leur enfant n'est plus vraiment croyant. D'ailleurs, ça vaut pour les musulmans comme pour les chrétiens. Donc, ça n'est pas une manœuvre forcément islamiste, c'est une manœuvre étatique visant à lutter contre le phénomène de l'athéisme. Et l'ancien mufti de la République égyptienne, donc le numéro 1 de l'islam d'Égypte, qui s'appelle Ali Goma, Ali avec un Y, Goma, G-O-M-2-A. Vous pouvez trouver d'ailleurs l'entretien auquel je fais référence sur le site de Memri, qui traduit en anglais. Parle de 8 millions d'athées en Égypte. Il dit que c'est très grave, il y a une catastrophe, il y a 8 millions d'athées en Égypte, c'est un chiffre très très sur important. Sur une population globale sur une population globale d'à peu près 100 millions. Oui. Donc ça fait un peu plus de 8%, c'est beaucoup. C'est d'ailleurs amusant parce qu'en Égypte, vous savez, il y a à peu près 15% de chrétiens. Et ce même Ali Goma a toujours dit qu'il y avait très très peu de chrétiens en Égypte. Ça ne justifiait pas que l'Égypte se définisse comme un État laïque parce qu'il n'y avait qu'entre 10 et 15%. Donc c'est très très peu. Et 8% d'athées, c'est beaucoup. Donc 8%, c'est plus que 10 à 15%. Mais pour revenir à notre sujet, il y a une reconnaissance aujourd'hui par le gouvernement égyptien, mais aussi par d'autres États du Moyen-Orient, de ce phénomène d'athéisme. Et qui a des répercussions très importantes, et ça nous ramène à notre sujet principal, sur la configuration géopolitique du Moyen-Orient. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'islam n'étant pas une nation, mais une religion, à partir du moment où les croyants ne le sont plus, ils n'appartiennent plus à la religion musulmane. Et ils demandent à ce que cela ne soit plus mentionné sur leur papier officiel, etc. Mais surtout, ce qui nous intéresse ici, c'est que il y a aujourd'hui au Moyen-Orient un retour aux identités anciennes. Les identités qui précèdent l'invasion arabe. L'invasion arabe, donc, sous la bannière de l'islam. Il y a à peu près 14 siècles pour la plupart des pays, un peu moins pour d'autres, avec une volonté de retour, donc pour ce qui concerne l'Égypte, à l'identité égyptienne, certes arabophone, l'arabe est devenu la langue aujourd'hui parlée dans la plupart de ces pays, mais qui ne devrait être que arabophone et non pas arabe. Et l'usage est de plus en plus aujourd'hui courant du terme nation pour désigner les Égyptiens en langue égyptienne, alors qu'auparavant c'était le mot peuple, donc peuple appartenant à la nation arabe englobante, alors qu'aujourd'hui on parle de nations égyptiennes distinctes, indépendantes. Il en est de même pour la Syrie, pour l'Irak, avec une tendance visant à développer les langues qu'il y avait auparavant à titre scientifique, ou même à se définir comme étant des Syriens, des Araméens, ou des Babyloniens irakiens, ou des Égyptiens. Et tout ça au détriment, bien entendu, de l'idéologie panarabe qui voudrait que tout le monde fasse partie d'un même monde homogène, arabophone, et arabe, nationalement, et sur le plan identitaire. Et tout cela, évidemment, est bénéfique pour Israël, qui n'est plus perçu comme un intrus dans cette nouvelle configuration régionale. Également, et grâce à ces réseaux sociaux, et là je mettrai une petite parenthèse par rapport à ce qui a été dit auparavant, les multinationales, les réseaux sociaux, Facebook qui est aujourd'hui devenu presque un État, seraient des dictatures. Je ne suis pas d'accord, parce que ces multinationales, réseaux sociaux compris, sont domiciliés quelque part. Et je veux dire, Facebook n'est pas domicilié sur la Lune. Et cette domiciliation obéit à des règlements. Il y a une réglementation, il y a des lois qui doivent être respectées, sinon ces groupes sont visés par des sanctions. Et donc, oui, mais pour l'instant, il n'y a pas de juridiction transétatique. Et le problème, c'est que Facebook fonctionne dans le monde entier. Non, le problème des limitations. Facebook, c'est un groupe américain, donc il obéit à une réglementation américaine extrêmement stricte et qui d'ailleurs ne cesse d'évoluer au fil des années. Une multinationale a une identité multiple, comme son nom l'indique, multinationale, et tout cela est régi. Il n'y a pas une parcelle de terre sur notre planète
qui ne dépend pas d'un État. Et par conséquent, tout est réglementé et rien n'échappe au contrôle. Mais dont le rôle s'amenuise dans certains domaines. Et ça revient aussi à ce que disait Jacques Bindelac à propos justement de l'évolution économique. On ne peut pas nier le fait que le rôle des États aujourd'hui, justement, face aussi à ces technologies, est différent, soit par choix politique, soit parce que l'accélération ne correspond pas au rythme d'un État. Certes, mais il y a là une question avant tout de choix de politique, de décision politique. Il y a des États qui interdisent tout simplement Facebook. Il y a des États qui interdisent YouTube. D'ailleurs, certains au Moyen-Orient. Je pense à l'Iran. Donc il y a quand même un contrôle étatique qui existe et une possibilité de réglementer. D'ailleurs, tout est réglementé. L'idée étant évidemment comme de rester dans une démocratie. Je vous laisse finir et après on aborde notre dernier thème avant les questions. L'essentiel, c'est la libéralisation de la parole et la démocratisation des moyens d'information. Aujourd'hui, les gens savent. Auparavant, ça n'était pas le cas. Je veux dire, en Syrie, il y a des choses qu'on ne pouvait pas savoir sur la réalité israélienne. Aujourd'hui, tout se sait. Et c'est là la grande différence en réalité. Et c'est ce qui fait qu'Israël est de plus en plus accepté dans la région. Parce que la parole est libérée et parce que l'information est aujourd'hui devenue libre. Tout peut être interdit sur les chaînes d'État, mais l'information peut toujours circuler autrement. D'ailleurs, aujourd'hui, les soldats des différentes armées régulières ont leur téléphone portable, communiquent sur Facebook, mettent des photos sur Instagram en pleine bataille, que ce soit... Mais ça vaut mieux éviter quand même. Vaut mieux éviter. Tout ça, c'est pour vous dire que c'est que la marge de manœuvre de la propagande est beaucoup moins importante que par le passé, et tout cela, bien entendu, va dans le sens de l'intégration d'Israël et facilite l'intégration d'Israël dans la région et son acceptation dans le spectre régional. Alors, ce qui m'amène, transition parfaite, au dernier point que je voulais évoquer avec vous deux, messieurs, avant de donner la parole au public, c'est évidemment la dernière question, celle que Jacques Bindelac vous avez mentionnée dans vos 7 défis, en la donnant en queue de liste, mais probablement parce que c'est la plus importante. Et j'aimerais justement que vous nous donniez un petit peu votre regard là-dessus sur la paix d'ici 70 ans. Évidemment, on espère avant, si possible. Alors écoutez, encore une fois, moi je regarde la chose comme économiste par des formations professionnelles. Et bien entendu, le fait qu'Israël s'intègre mieux dans son environnement régional me réjouit. Le fait qu'Israël se rapproche de l'Arabie Saoudite ou du Qatar me réjouit. Le fait qu'Israël trouve des débouchés un peu plus loin, pourquoi pas. En revanche, comme économiste, je me dis que se rapprocher du Qatar ou de l'Arabie Saoudite n'aura aucun impact sur la vie quotidienne de vous et moi. Aucun. En revanche, si nos gouvernements mettaient autant d'énergie à faire la paix avec le Qatar ou l'Arabie Saoudite qu'ils le font aujourd'hui, et à orienter cette énergie à faire la paix avec nos voisins plus immédiats, alors là, je crois qu'effectivement, l'impact économique serait beaucoup plus fort et beaucoup plus significatif pour Israël qu'il ne l'est ailleurs. C'est peut-être parce que c'est moins compliqué. Et bien sûr, je ne remets pas en cause les efforts que fait Israël pour tisser des liens dans le monde avec pas seulement l'Arabie, mais l'Inde et la Chine, d'autres pays. C'est très important pour la géopolitique, pour le commerce. Mais dans l'état actuel des choses, dans l'état actuel de l'économie israélienne et dans l'état de ce que sera l'économie israélienne dans 70 ans, il est beaucoup plus urgent d'arriver à une solution politique, quelle qu'elle soit, avec nos voisins immédiats, plutôt qu'avec des voisins plus éloignés. Parce que ce conflit militaire avec nos voisins, malheureusement, a un coût très élevé. Ce n'est pas seulement un coût militaire. On sait bien qu'Israël débourse beaucoup d'argent en budget militaire, et c'est peut-être légitime, mais c'est que ce coût militaire, bien sûr, se fait en contrepartie d'autres choses qui ne peuvent pas être dépensées, et que si aujourd'hui les dépenses civiles du pays dont je parlais tout à l'heure sont très basses, c'est notamment parce que les dépenses militaires sont aussi trop élevées. Et que lorsqu'on dépense trop d'argent pour les militaires, bien forcément on a moins d'argent pour la santé, pour l'éducation, pour l'infrastructure. Et si on associe à ça la vision libérale de l'État, qui est que l'État intervient moins, pas pour le militaire, mais moins pour le civil,
eh bien, on obtient les tensions sociales que l'on connaît aujourd'hui, qui font que depuis une vingtaine d'années, depuis que l'État a entrepris ce processus de libéralisation, on a bien entendu cette aggravation de la pauvreté dont on a parlé, des inégalités sociales, entre les riches qui s'enrichissent et les pauvres qui s'appauvrissent, et la classe moyenne aussi qui s'appauvrit. Et tout ça provient du fait que l'État n'investit pas suffisamment, comme on le fait ailleurs, dans des domaines qui font partie des services publics qui bénéficient essentiellement aux catégories les plus défavorisées, puisque les plus riches, effectivement, peuvent par eux-mêmes s'offrir certaines choses que d'autres ne peuvent pas le faire. Donc, il y a un coût économique élevé à cette situation de guerre, un coût économique élevé à avoir des dépenses militaires aussi fortes, et un coût économique élevé au fait que l'État ne dépense pas suffisamment pour les matières civiles dont on a un besoin urgent. Alors, comment on en est arrivé là finalement ? C'est-à-dire comment on en est arrivé au fait que l'État ne dépense pas suffisamment pour certaines choses qu'ailleurs l'État dépense davantage ? Ce n'est pas seulement à cause des dépenses militaires. C'est parce qu'en Israël, du fait de la tendance libérale, l'État dépense de moins en moins d'argent. Non pas parce qu'il en dépense trop, mais parce qu'il pense qu'il n'a pas besoin d'en dépenser. C'est-à-dire que nous ne sommes pas arrivés à un stade où l'État dépense tellement d'argent qu'il ne peut plus en dépenser. Nous sommes arrivés à un stade où l'État dépense tellement peu d'argent qu'il en arrive même à réduire les taux d'imposition, puisque finalement on n'a pas tellement besoin d'argent dans les caisses de l'État, donc on va prendre moins d'impôts. Et donc depuis 20 ans, en 20 ans, on est passé de l'État occidental le plus imposé des pays occidentaux à l'État le moins imposé des pays occidentaux, l'État dans lequel les taux d'imposition sont parmi les plus bas. Imposition sur le revenu, sur les sociétés, cotisation à la sécurité sociale, tout cela aujourd'hui, Israël est en bas de l'échelle des pays les plus modernes. Et donc le fait que l'on ait baissé les taux d'imposition fait qu'il y a moins d'argent qui rentre dans la caisse de l'État, qui est en fait un objectif voulu puisque l'État dépense moins, donc il a moins besoin d'argent. Et donc, il n'y a pas suffisamment d'argent pour certaines dépenses qui, à moi, me paraissent importantes dans le domaine civil. Donc tout ça est une logique libérale ou néolibérale qui fait que l'État dépense moins d'argent. Israël est un des pays modernes les moins endettés. Vous allez me dire, c'est très bien d'être peu endetté. Le taux de la dette dans le PIB était très, très faible par rapport à ce qui se fait en Europe et ailleurs. Hein. C'est très bien d'être peu endetté, mais pas au prix d'avoir un taux de population aussi pauvre ou d'avoir de telles inégalités. Le fait d'être peu endetté serait bien si effectivement on était un pays moderne dans lequel il n'y avait plus rien à faire. Donc bon, alors là, on peut effectivement se permettre de prendre moins d'impôts puisque l'État n'a pas besoin de dépenser tellement d'argent. Il y a encore tellement de choses à faire en infrastructure, dans le civil, dans l'éducation dont on a déjà parlé. Il y a tellement à faire, on a tellement besoin d'argent qu'on devrait effectivement utiliser les surplus d'argent pour augmenter les dépenses de l'État dans certains domaines et non pas pour rembourser des dettes que de toutes les façons on remboursera puisque Israël rembourse toujours très bien ses dettes et c'est très bien comme ça. Donc c'est ça la problématique économique de mon point de vue, c'est que les dépenses militaires actuelles sont un prix lourd que l'on paye pour que l'on puisse avoir une société qui soit plus égalitaire, dans laquelle toutes les populations puissent bénéficier de la même façon des fruits de la croissance qui sont importantes. La croissance est importante. Hein. On a des taux de croissance importants, on a un taux de chômage qui est presque nul, on a un niveau de vie élevé, mais tout ça sont des moyennes. Hein. Le niveau de vie, $40 000 par habitant, c'est une moyenne, mais tout le monde n'en bénéficie pas de la même façon. Si le chômage est presque nul, ça veut dire que tout le monde travaille. Alors vous allez me dire, c'est très bien que tout le monde travaille. Oui, mais il y a beaucoup de travailleurs pauvres. Hein. Un salarié sur 3 gagne le salaire minimum. Donc fondamentalement, ça n'est pas l'état de guerre ou de conflit. Il y a une contrepartie à cette bonne et apparente situation économique qui, à mon avis, j'allais même presque dire, j'aurais préféré une situation économique un petit peu moins bonne, mais qui bénéficie de façon plus égalitaire à l'ensemble de la population.
Mais cette situation, vous considérez qu'elle est une conséquence de l'état de guerre ou de conflit permanent, ou qu'elle s'est développée indépendamment? Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est où est le lien de causalité, où est l'obstacle? Est-ce qu'on est entré dans cette trajectoire pour ne pas avoir, pour trouver une raison à ne pas régler le problème du conflit, ou est-ce que c'est l'inverse? Non. Les dépenses militaires ont pendant longtemps été effectivement un obstacle au développement économique, parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour dépenser pour d'autres dépenses civiles. Heureusement, au bout de 70 ans d'existence, le niveau de développement économique d'Israël est tel qu'il est tout à fait comparable à la moyenne européenne et se rapproche de la moyenne américaine, et qu'on a aujourd'hui les moyens de répondre à certains problèmes de la société israélienne. Si on ne le fait pas suffisamment, ce n'est pas parce qu'on n'en a pas les moyens, c'est parce qu'on a une logique politique libérale qui s'y oppose. Et donc, on a en fait les deux phénomènes. On a les dépenses militaires qui sont encore trop importantes pour pouvoir dégager de l'argent pour les dépenses civiles. Mais d'un autre côté, même dans ce contexte de dépenses militaires importantes, on ne se donne pas la peine d'avoir suffisamment de ressources, l'État, sous forme d'impôts, pour pouvoir avoir des dépenses civiles qui soient d'un niveau de ce qui se fait en Europe. Et donc, on ne peut pas toujours nous mettre en avant le fait que nous avons des dépenses militaires importantes comme explication ou comme excuse au fait que l'État ne dépense pas suffisamment d'argent pour d'autres dépenses. Aujourd'hui, on a les moyens, et si on le voulait, on pourrait le faire. Malheureusement, l'État, dans sa logique libérale, ne le fait pas suffisamment. Meir Masri, votre avis sur la question? Alors, mon avis sur la question, je vais juste réagir par rapport à ce qui a été dit sur l'évolution des relations avec l'Arabie saoudite. Parce que moi, je pense que l'Arabie saoudite est un État central au Moyen-Orient et que la relation avec l'Arabie saoudite est essentielle pour Israël. Et tout d'abord, ce n'est pas un État lointain par rapport à d'autres pays qui seraient immédiats. Et d'ailleurs, j'irai même plus loin. Je dirais que depuis 2018, depuis le début de l'année, l'Arabie saoudite est un État limitrophe d'Israël. Parce que l'Égypte a renoncé à sa souveraineté sur 2 îles dans le golfe d'Aqaba, à savoir Tiran et Sanafir, et que, par conséquent, l'Arabie saoudite dispose d'une frontière maritime avec Israël depuis le début de l'année. Deuxièmement, cette relation est centrale. Pourquoi? Elle est centrale parce que l'Arabie saoudite est le principal État aujourd'hui au sein de la Ligue arabe, mais aussi par rapport aux pays immédiats dont vous faites référence. Et par conséquent, le poids d'un rapprochement avec l'Arabie saoudite serait inédit sur la relation israélienne avec l'Égypte, la Jordanie et l'autorité palestinienne. Et puis enfin, permettez-moi de vous dire que l'Arabie saoudite est essentielle pour la doctrine de dissuasion d'Israël, notamment par rapport à la crise avec l'Iran, et que la mise à disposition par l'Arabie saoudite de son espace aérien pour l'armée de l'air israélienne est le seul moyen pour Israël pour intervenir et effectuer des frappes aériennes en Iran, sur le territoire iranien. Et donc, en termes de dissuasion, la relation avec l'Arabie saoudite et sa progression est absolument essentielle pour Israël et son avenir. Alors, dans quelle mesure, justement, vous faites état de rapprochement avec des pays stratégiquement fondamentaux pour la région? Alors, ces rapprochements entre Israël et les 10 pays, comment se fait-il qu'ils ne créent pas une dynamique suffisante pour arriver à faire bouger aussi le camp palestinien? Pourquoi alors cet immobilisme si tout autour les choses bougent? Alors, je vais vous surprendre parce que je vais vous dire que là aussi ça bouge. Et là aussi, je suis très connu dans mon entourage pour être quelqu'un de très pessimiste. Et alors, il y a un seul thème sur lequel je suis optimiste, c'est la question du conflit israélo-arabe. Je sais que ça paraît un peu bizarre, mais nous n'avons jamais été aussi proches d'un accord, d'un compromis historique. Vous posez la question, est-ce que des réalisations peuvent être constatées, des progrès, parallèlement au rapprochement avec les pays du Golfe? Eh bien, je vais vous dire que oui, que pour la première fois dans les médias du Moyen-Orient, on ne parle plus, lorsqu'on évoque les revendications palestiniennes historiques, on ne parle plus du droit des Palestiniens sur Jérusalem,
mais sur Jérusalem-Est, en arabe. C'est inédit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jérusalem-Ouest, elle n'est plus, ça ne fait plus partie de la revendication palestinienne. Il en est de même lorsqu'on parle de la question des réfugiés, par exemple. On est tous habitués à cette idée, à ces manifestations, la clé à la main, on retournera à Yafo, à Haïfa, à Tibériade. Aujourd'hui, formellement, lors des derniers pourparlers à Annapolis, qui est le stade le plus avancé des négociations avec l'autorité palestinienne, il y a eu aussi un autre round de négociations sous l'ancien gouvernement Netanyahou. La revendication de retour des réfugiés est chiffrée. L'autorité palestinienne demande le retour de 160 000 réfugiés, entre guillemets, bien sûr, puisque... Bon, oui, mais Annapolis, c'était il y a 10 ans. Depuis, il ne s'est plus rien passé. Mais la revendication est toujours chiffrée. C'est du jamais vu. À l'époque d'Arafat, c'était tout le monde peut revenir, les manifestations, la clé à la main, inonder Israël de millions de réfugiés. Aujourd'hui, il n'est pas question d'inonder Israël de millions de réfugiés, ni même d'1 million, ni même de 500 000, mais de 160 000. Et ils ont jeté ça comme ça sur la table des négociations, sachant que les Américains, à Tabac, avaient proposé, le plan Clinton parlait de 50 000. Et donc, on commence par 60 000 en sachant que ça va baisser. Et 60 000, donc bien sûr, c'est un chiffre tout à fait discutable, même si du point de vue israélien, pour l'instant, tout est inacceptable. Mais il faut juste voir comment l'autre partie évolue dans sa réflexion. 160 000 qui pourraient être revus à la baisse à 50 000 ou voire même moins, sachant que premièrement, en renonçant à des quartiers de la banlieue extrêmement orientale de l'agglomération de Jérusalem, Israël perdrait largement plus de 50 000 personnes sous sa souveraineté, vivant sous sa souveraineté. Et puis, deuxièmement, ce sont des personnes choisies par Israël. Et donc, Israël peut très bien dire, nous, tous les ans, on va prendre 10 000, par exemple, parce que c'est échelonné sur 2 décennies. Et bien cette année, on peut prendre 10 000, mais finalement, il n'y a que 54 personnes qui obéissent aux critères, qui parlent l'hébreu, dont l'intégration serait possible. Et donc, on est très, très proche. On n'a jamais été aussi proche. Et tout cela se vérifie assez facilement. Jamais sur des télévisions officielles, des télévisions d'État dans les pays du Golfe, on aurait pu imaginer, et là encore, je fais référence au site de l'Institut Memri et pour le travail remarquable qui est fait des hommes d'État, des ministres en fonction évoquent la question de la normalisation avec Israël, voire même reconnaissent le numéro 1 saoudien aujourd'hui, l'homme fort de l'Arabie saoudite, le prince Ben Salman, parle du droit du peuple juif sur la terre d'Israël. Il y a des nations, un petit peu tapé sur les doigts par son papa. Mais il y a des nations au sein même de l'Union européenne qui reconnaissent Israël comme fait accompli et non pas comme un État de droit pour le peuple juif. C'est une position extrêmement avancée, même comparée aux standards internationaux. Donc je pense qu'il y a une évolution réelle, que ce soit sur le plan israélo-arabe ou sur le plan israélo-palestinien. Nous n'avons jamais été aussi proches d'une intégration dans notre environnement régional, mais aussi d'un rapprochement avec les Palestiniens.